Bienvenue dans le format vidéo préféré de la micro-minorité sur cette chaîne, à savoir les revues concernant les gawas, ma première saga humoristique, aventure, SF, beaucoup d'humour, dont le premier roman, L'héritage du dragon raté, toujours disponible sur Amazon, je le rappelle évidemment. Et aujourd'hui on s'attaque au chapitre 8, intitulé Contre-offensive. Chapitre 8 sur 15, si on considère l'arc de L'héritage du dragon raté, qui constitue une énième transition vers le climax final. Alors ça avait déjà commencé évidemment lors des chapitres précédents. On s'était arrêté, je le rappelle, par Delcan qui s'était fait exploser la face par Crabuge, Carnage qui s'est fait exploser à son tour par ses anciens frères d'armes, les enfants du dragon raté, laissés pour morts dans une fosse à caca, une fosse à purin de dragon. Donc les héros, les personnages principaux sont complètement déphasés, sont complètement à l'abandon, ils ne savent plus où ils en sont. Et c'est au tour des personnages secondaires, des alliés principaux, devrais-je dire, de remonter la pente, de faire remonter la pente à nos héros, à nos protagonistes. Donc le coup monté par Lord Itano, qui je le rappelle est mercenaire et ancien membre des Gawa, première génération, ainsi que des enfants du dragon raté, commence à se resserrer autour d'eux. C'est-à-dire que les Gawa, les autres membres du moins, réagissent d'instinct et se permettent toutes sortes d'envolées épiques pour montrer qu'ils ne sont pas contents. En réalité c'est ça, parce que c'est un groupe qui est tout nouveau, avec des caractères bien sentis, des personnalités un peu paradoxales par moments, et surtout des niveaux de puissance qui sont absolument abyssaux, notamment quand on parle du personnage de Zertsaf. Zertsaf qui est parti se venger à sa manière en allant poutrer Lord Itano lui-même. Bon, Zertsaf c'est un cas particulier car il est tellement puissant que le seul défaut que je pouvais lui mettre sur un plan caractérisation de personnage, parce qu'on parle quand même aussi de ça sur cette chaîne, de comment raconter des histoires, sur le plan caractérisation de personnage, je ne pouvais pas me permettre de juste le rendre invincible, infaillible, parfait en tout point. Ça aurait été complètement stupide, d'autant que ce n'était pas l'objectif visé dès le départ. La technique basique, quand t'as un personnage qui est beaucoup trop fort pour lui-même, c'est de le rendre un peu pâteau, d'en faire un nounours, d'en faire un personnage qui est un petit peu, disons, ouais, j'ose le terme, autistique sur les bords. Il comprend pas qu'il vaut mieux éviter de faire du grabuge en ville et de risquer de faire sauter la planète d'un claquement de doigts. Donc malgré tout, il a fait une attaque contre le navire de Lord Itano, qui a fait un énorme trou béant. Donc pour le coup, c'est réussi, il est fier de lui. Par contre, l'attaque a traversé la stratosphère et a provoqué une sorte de mini-séisme. Mini-séisme qui a été ressenti par tous les autres personnages à des moments bien divers de leur propre aventure. Ce qui est un petit passage intéressant qui nous permet un petit peu de savoir à quel moment se déroule l'action en fonction des divers protagonistes. Je rappelle qu'on a Carnage, Azrios qui sont dans l'antre du dragon raté, Delcan et la prêtresse Coronesse qui sont au QG des Gawa, et Zertsaf Hepticon, le frère du maître des Gawa, supposément mort, encore une fois, assassiné, qui se trouve sur les quais où les antagonistes, à savoir Lord Itano et d'autres enfants du dragon raté, ont élu domicile. Dans un récit avec plusieurs histoires, avec plusieurs protagonistes en même temps, qui finissent par se rejoindre sur une trame bien spécifique, et ben là on commence à voir les éléments qui nous ramènent à ce rapprochement. Donc ce n'est pas encore le climax, mais on sent que ça arrive. Mais même si la narration que j'ai choisie, c'est-à-dire épisodique, va assez vite pour nous amener au plus près de l'action, ça n'empêche en rien de développer un petit peu les relations entre les personnages, les caractéristiques, les caractères profonds chez certains, et surtout de voir que malgré tout, même si c'est une équipe qui est très très jeune et composée d'éléments très disparates, ils arrivent malgré tout à s'entendre. Je prends par exemple le cas de la première scène entre Delcan et la prêtresse Coronesse. On voit bien que la prêtresse Coronesse n'est pas juste une espèce de godiche qui est juste là prête à se rendre utile parce qu'elle se fait chier. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. On voit par contre qu'elle est réellement impliquée dans le groupe et qu'elle n'a pas de vocation réelle à tout détruire autour d'elle, ce qui est un petit peu paradoxal quand on regarde sa propre relation avec Zertsaf qui, je le rappelle,
Ils sont comme cul et chemise tous les deux. Donc à ce stade-là de l'histoire, évidemment, on ne sait pas quelle est leur véritable relation. Hein. En tout cas, la prêtresse Cornès démontre que malgré son statut à elle, qui n'est pas encore bien défini dans cette histoire, mais qui laisse quand même entendre qu'elle est déjà pas humaine, et qu'elle fait partie de la caste de Zertsav, c'est-à-dire de créatures supra-cosmiques, eh ben, malgré tout, elle fait preuve d'une humanité bien plus élevée que chez les autres Gawa. Et elle comprend très bien ce qui se passe dans la tête de Delcan, qui veut non seulement, bon, laver son honneur parce qu'il s'est fait laver tout court, mais parce qu'il veut faire une bonne action, non pas pour sauver la veuve et l'orphelin, mais avant tout pour venger son pote. Et comme tout converge vers cette prise de décision, elle l'aide en secret, même si elle ne manque pas de l'humilier avec l'histoire du parapluie rose à tête de chat, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais marqué. Et au-delà de ce climat de confiance entre les personnages des Gawa qui n'est pas verbalisé, mais qui est sous-entendu par les actes, il y a aussi un accent particulier qui est mis dans ce chapitre quant au fait que les Gawa, individuellement parlant, ont leur propre vision du monde et ils ont leur propre façon d'agir. Delcan, il aura beau dire des choses, faire des promesses par-ci par-là, il va faire autre chose derrière et c'est aux autres de comprendre ce qu'il a dans la tête. Malgré tout, il fout des petits coups par-ci par-là, de sorte à ce qu'on en finisse par se dire soit il n'a confiance en personne, soit il aime bien garder certaines choses pour lui. On a Zertsav qui, je le rappelle, fait beaucoup de sensationnalisme dans le style oui, je suis trop puissant, vénérez-moi, etc. Mais qui démontre d'une certaine empathie vis-à-vis des êtres humains, ce qui peut paraître paradoxal étant donné que son projet est d'anéantir l'espèce humaine, je le rappelle. Concernant le cas de Petit Con, le frère du maître des Gawa, qui cherche à se venger de la mort de son frère, en théorie, et qui est parti tout seul combattre Lord Itano et ses sbires, ce qui peut paraître étrange étant donné que Tikon est un espèce d'adolescent en état de choc. Bah, il n'a pas encore ouvert sa bouche depuis le début du roman, donc on part du principe qu'il est juste en état de choc, mais on en saura plus tout à l'heure. Mais j'aime bien cette dynamique entre Zertsav et Petit Con dans le roman, car il y a un côté grand frère, tu vois, et qui nous laisse entendre que Zertsav, au bout du bout, n'est pas aussi ténébreux, sombre, Dark Sasuke qu'il en a l'air. Donc encore une fois, développement intéressant des personnages par le biais du dialogue et par les actions ou les non-dits. Et pour finir, on a la dernière partie du chapitre avec Asrios et Carnage qui sont toujours à couteau tiré. C'est dur à le formuler, essayez de le dire rapidement. Avec Ravage et Turi. Donc Ravage qui est le traître, qui est celui qui a dénoncé Carnage et qui l'a poussé à l'exil. Turi qui a rencontré Asrios dans des circonstances bien particulières et qui s'est fait mettre à terre par ce dernier, ce qui l'a rendue particulièrement hargneuse. Bref, elle veut se le faire. Faites-vous votre propre interprétation. Parce que justement, on arrive à un passage assez comique, mais assez évocateur dans ce chapitre, où il y a Turi qui balance des fléchettes empoisonnées sur Asrios pour le paralyser, et qui lui saute dessus pour le démembrer, lui sortir les boyaux de toutes les manières possibles. Ce qui est une scène absolument atroce, si on se l'imagine visuellement. Malgré tout, Asrios est immortel, donc il finit par se régénérer et par la contrer. Mais on a un passage où Asrios démontre d'une certaine camaraderie, qui est la chose la plus rare dans la troupe des Gawa, car il se met à défendre son pote Carnage, qui est vraiment à deux doigts de passer de vie à trépas. Et là encore, développement de personnages sans aller dans le rocambolesque, sans aller jusqu'à développer des pages et des pages de sentiments internes de je sais pas quoi. On a Carnage qui dit non, stop, t'arrêtes tes conneries, je suis encore en train de tenir debout, je suis presque en train de crever certes, mais y a pas moyen en fait. Je tiens ma vengeance, j'irai jusqu'au bout. Donc encore une fois, développement de personnages simple mais efficace, selon moi. Hein. Après, vous pouvez acheter ce roman pour un modeste prix vu la qualité, toujours sur Amazon, et m'en dire des nouvelles. Mais je trouve qu'il est plus sympa, plus intéressant de développer les personnages quand il y en a beaucoup, par le biais de leurs interactions, par le biais de leurs dialogues, et quand c'est vraiment bien fait, par le biais de sous-entendus, donc d'actions, de non-dits, comme on peut le définir, afin de plus facilement comprendre leurs relations, ce qu'on a particulièrement ici, et aussi pour mieux définir leur caractérisation aux yeux du lecteur. Donc là, pour le coup, je suis assez content de ce chapitre, même s'il se passe pas grand-chose dans les actes au niveau de ce chapitre, car je le rappelle, on est en train de converger vers le grand climax.
max. Les interactions entre les personnages et leurs relations nous permettent de nous impliquer davantage dans l'histoire. Et comme on est dans un premier roman, un premier tome d'une saga en 7 volumes, il n'y a pas de secret. Que l'histoire soit bonne ou pas, soit cliché ou pas, soit un peu chaotique ou pas, cafouille ou pas, ce qui compte, c'est de comprendre quels sont les personnages, quelles sont leurs ambitions, quelles sont leurs problématiques personnelles et surtout comment se nourrissent leurs relations et leur évolution prochaine. Donc je trouve quand même malgré tout, parce que j'avais quelques appréhensions au moment où je commençais à faire ce type de vidéo là, les revues, mais en relisant les chapitres, je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose, qu'il y a quand même un petit sucre, qu'il y a quand même un vrai plaisir à s'impliquer dans le récit. Et comme on arrive prochainement à la fin de l'arc des Enfants du Dragon Raté, je rappelle, chapitre 15 de ce roman, et qu'ensuite les prochains chapitres seront orientés tranche de vie, ce qui va peut-être faire vriller certaines personnes, mais moi je tenais à le faire de cette manière, bah ça va encore plus accentuer le caractère épique des histoires sérieuses, des grands arcs narratifs que je propose, car il y aura aussi une petite partie où on les voit dans la vie quotidienne. Bon, dans le quotidien, ce qui se passe n'est pas très intéressant chez les Gawa, c'est même décrit dès le départ, mais c'est une manière aussi de nous faire vivre l'évolution personnelle, l'évolution de ces personnages hors grande histoire. En gros, le caractère feuilletonesque du quotidien qui parfois est un peu plat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre. On arrive enfin à la partie où ça va envoyer du lourd avec les Enfants du Dragon Raté. On arrive enfin à peut-être le début d'une grande confrontation avec Lord Itano sur les quais, avec les autres Enfants du Dragon Raté, avec Rabuge, etc. Et Delcan, Zertsaf, la prêtresse Coronesse, Pticon et compagnie. Maintenant, à partir des prochains chapitres, l'action va s'accélérer. N'hésitez pas, je commence le tome 2 logiquement dans la deuxième partie de l'année pour une sortie, j'espère, en décembre. Je vais rien promettre parce que j'y suis pas du tout encore, mais j'ai toute la trame en tête évidemment et ça va être très très bon. Donc, et à tantôt pour de nouvelles aventures.